Alors, on va aborder donc aujourd'hui les produits qui vont permettre de bien vivre cette saison automnale. Juste pour rappel, donc, le concept d'aromacelle, c'est d'associer de l'algathérapie, donc la présence des algues dans les produits, et de l'aromathérapie avec la présence d'huile essentielle pour former donc l'algaromathérapie. Et donc, les produits vont associer plusieurs types d'ingrédients qui sont tous sélectionnés pour leur qualité, évidemment. Et donc, on va en présenter 4 aujourd'hui qui sont particulièrement indiqués dans la saison actuelle. Alors, on va parler du coup du produit donc digestif, du produit respiration, défense immunitaire et algafère. Et je m'occuperai, moi, pour commencer, des deux premiers. Alors, le premier produit qu'on va développer, c'est le produit digestif. Et je voulais, pour parler de ce produit, d'insister sur ses propriétés assez spectaculaires au niveau de l'action anti-infectieuse. Alors, ce produit, il est donc anti-infectieux et donc actif aussi bien sur les pathologies d'ordre viral que d'ordre digestif. Et c'était un point qui me semblait pertinent de développer vraiment très, très rapidement, d'expliquer qu'en fait, quand un organisme est soumis à une infection virale, ce virus va se développer et va passer par, en fait, le développement de l'infection va passer par 3 phases. La première phase, c'est de contaminer l'organisme, donc d'être présent tout simplement dans l'organisme. Ensuite, le virus va se coller contre la cellule hôte et va entrer dans la cellule hôte. Et la troisième phase, c'est une phase où la cellule hôte va se mettre à produire de nouvelles particules virales qui vont être développées et le cycle, du coup, recommence au départ. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des huiles essentielles qui peuvent justement avoir une action sur chacune de ces étapes, en fait, du cycle de vie du virus, avec une action qu'on qualifie d'abord de virucide, c'est-à-dire que l'huile essentielle va directement altérer la structure du virus, ce qui va permettre de le dégrader. L'huile essentielle va aussi avoir une action anti-adsorption. Donc l'adsorption, c'est le fait de se coller à la surface. Donc cette action-là va empêcher la cellule hôte en fait de reconnaître le virus. Et donc si la cellule hôte ne reconnaît pas le virus, eh bien, elle ne le laisse pas rentrer. C'est un petit peu comme s'il n'avait plus la bonne clé, en quelque sorte. Et des huiles essentielles vont aussi avoir une action anti-réplication, c'est-à-dire qu'elles vont empêcher, ou en tout cas réduire la faculté de la cellule hôte à produire de nouvelles particules virales. Et donc, beaucoup d'huiles essentielles ont ses propriétés, enfin, pas mal d'huiles essentielles en tout cas, ont ses propriétés, et on pourrait citer parmi elles certaines que j'ai représentées un petit peu rapidement ici, l'huile essentielle de cannelle écorce, les huiles essentielles par exemple aussi, certains origans, certains thym, la sarriette des montagnes également, donc le thym à thymol, le thym à linalol, l'origan compact, la sarriette des montagnes, ça ce sont des huiles essentielles qui ont des propriétés antivirales, globalement anti-infectieuses. On retrouve aussi évidemment la lavande, ici c'est une représentation de lavande vraie, et puis le clou de girofle. Et donc là, on a des huiles essentielles qui vont avoir une action justement sur les virus en jouant sur, alors à différentes proportions selon les huiles essentielles qui sont citées ici, mais en tout cas qui vont jouer sur différents niveaux du cycle de vie du virus. Et puis, vous savez bien que les virus ne sont pas les seuls agents infectieux. On va avoir aussi les bactéries. Et ben, c'est aussi très documenté. On arrive à connaître de manière précise le mode d'action des huiles essentielles sur les bactéries. Pour résumer, hein, j'ai un peu synthétisé tout ça. On peut dire que les huiles essentielles vont avoir une action plutôt sur la membrane et sur le fonctionnement en lui-même de la bactérie, en particulier par exemple sur la manière dont elle va produire son énergie. Et donc, si des huiles essentielles altèrent la membrane, la paroi de la bactérie, eh bien, forcément, la bactérie, elle sera moins apte à se développer. Et on peut faire la même remarque si une huile essentielle perturbe le métabolisme interne, en quelque sorte, de la bactérie. Et on retrouve là aussi les huiles essentielles de sarriette, de thym, alors sarriette des montagnes, thym à thymol, thym à linalol, d'origan compact, de clou de girofle ou de cannelle écorce, qui vont vraiment agir sur la bactérie. Et donc, évidemment, on a des huiles qui seront peut-être plus ciblées antibactériennes, d'autres plus antivirales, mais globalement, on a quand même des huiles essentielles qui vont vraiment être efficaces sur les virus et les bactéries. Et ça, c'est vraiment un outil assez fort des huiles essentielles, et en plus qui est très objectivé, puisque là, on sait exactement comment ça marche, à quelle concentration et tout ça. Alors, dans notre produit digestif, on va avoir différents ingrédients. Je vous propose de ne pas les détailler de cette façon-là. Je vous les présenter ici parce que c'était quand même important que vous voyez la composition du produit avec les quantités. Mais on va reprendre la composition du produit dans une diapo ultérieure. Vous verrez plutôt comment chaque ingrédient va s'intégrer finalement dans une démarche très globale.
Euh, les posologies qu'on propose, c'est souvent le cas dans nos formules. On va avoir une posologie plutôt en phase aiguë avec un flash aromatique où on va partir sur une dizaine de gélules le premier jour et puis ensuite on réduit pour avoir une dose qui puisse être maintenue sur une durée un peu plus importante. Et puis pour un confort digestif, quelque chose de peut-être plus chronique, à ce moment-là, on partira sur des doses qui sont beaucoup plus réduites, comme par exemple 3 gélules par jour, plutôt avant les repas, pendant à peu près 2 semaines. Voilà, on arrive à avoir du coup une exposition qui va permettre d'avoir à la fois l'efficacité dont on a besoin quand on est en phase aiguë et en même temps la sécurité, de manière à éviter les surdosages et les éventuelles surcharges, en particulier au niveau hépatique. Et donc, comment le produit agit-il sur l'organisme? Eh bien, je vous ai représenté ici différentes actions, en fait. Euh, quand on a des problèmes digestifs et plus globalement, en fait, parce que ce produit peut aussi agir sur des infections qui ne touchent pas forcément le système digestif, on va avoir un développement de micro-organismes. Bon, par exemple, des bactéries, des virus. J'aurais pu parler des champignons aussi, hein, mais pour se cibler en tout cas sur les principaux, les bactéries et les virus. Très souvent, quand on a un développement de micro-organismes, éventuellement pathogènes, c'est aussi lié à une baisse de la réponse immunitaire. Et donc, on va aussi chercher à renforcer en quelque sorte l'immunité pour booster un peu les défenses naturelles de l'organisme. On sait aussi que les infections et les inconforts digestifs et globalement de très nombreuses manifestations au niveau du corps vont s'ancrer sur un terrain favorable. Et ça, c'est vraiment le concept de base chez Aromacelt, c'est que ce terrain est souvent lié à un déséquilibre acido-basique. Et donc, ce qu'on va essayer de rétablir aussi avec nos compléments alimentaires, c'est justement d'agir à la fois sur le symptôme, mais aussi sur ce terrain, et donc de rétablir cet équilibre acido-basique. Et c'est aussi là-dessus que va travailler le produit. On va voir tout à l'heure exactement avec quel ingrédient. Alors, j'ai ciblé ici le cœur pour parler plus globalement du sang, hein, mais évidemment, ce n'est pas uniquement le cœur qui est ciblé par cette action-là. Et puis, évidemment, on va essayer d'agir sur les processus digestifs en eux-mêmes, puisque ce sont quand même eux qui sont en dysfonction quand on a des troubles digestifs. Et il y a aussi une action hépatoprotectrice qui va intervenir. Alors, quels sont les ingrédients qu'on va utiliser en fonction des usages auxquels sur lesquels on va chercher à agir? Ben, d'abord, par exemple, l'essence de menthe poivrée qui est présente dans l'ingrédient va agir à la fois sur les processus digestifs et va avoir une action hépatoprotectrice. Alors, processus digestif, on le sait, la menthe poivrée, elle est carminative. Donc, en fait, elle va permettre de lutter contre la production des gaz intestinaux. Donc, ça va être intéressant, par exemple, en cas de ballonnement. Elle va permettre justement de favoriser la digestion et d'éviter les processus un peu plus fermentaires. Et puis, on sait aussi qu'il y a très souvent le foie qui est impliqué dans les problèmes digestifs et aussi, quand même, lié à la présence de certaines huiles essentielles qui vont avoir une vraie action dans le produit, mais qui peuvent générer un travail hépatique quand même supplémentaire. Eh bien, la menthe poivrée va permettre aussi au foie de mieux traiter ces ingrédients et donc de pouvoir à la fois fonctionner normalement dans le cadre d'un processus digestif un peu bancal et en même temps d'être bien suffisamment renforcé pour pouvoir traiter les huiles essentielles qu'on va lui distribuer. On a justement le romarin à verbenone qui est lui spécifiquement indiqué justement au niveau hépatique. Donc c'est vraiment on a deux huiles essentielles là qui ciblent principalement le foie. On va avoir ensuite des huiles essentielles qui ont une action à la fois anti-infectieuse et immunomodulante. On les a vues dans les diapos précédentes. On a vu par exemple l'origan. Alors je vais parler de l'origan compact. On a aussi ici l'origan vert qui a aussi une action anti-infectieuse très, très puissante. On a ensuite la lavande vraie qui est évidemment un anti-infectieux. Une huile essentielle également qui va être calmante sur le système nerveux, qui est aussi intéressant dans les troubles digestifs, puisqu'on sait qu'il y a aussi quand même des liaisons assez directes entre l'intestin qu'on appelle notre deuxième cerveau et notre vrai système nerveux. Et puis des huiles essentielles comme le clou de girofle et le basilic exotique, la cannelle de Ceylan qui vont agir sur les processus digestifs. Et un point qui est très intéressant, c'est de savoir que la cannelle de Ceylan, donc la cannelle écorce et le clou de girofle sont vraiment deux huiles essentielles qui ont un tropisme particulier pour le système digestif. Et donc là, on a deux huiles essentielles qui sont globalement anti-infectieuses, avec une action plutôt antibactérienne, avec un ciblage sur le système digestif. Donc là, on a un couple d'huiles essentielles qui est spécifiquement indiqué dans les problèmes d'ordre digestif infectieux. Le basilic exotique, lui, il est antispasmodique. Donc en fait, il contient une molécule qui s'appelle le méthylchavicol, qui est démontrée comme étant une molécule qui va réduire les spasmes. Et donc quand on a en particulier des spasmes digestifs, eh bien, cette huile essentielle va permettre justement de calmer les symptômes.
Donc là, on a un ensemble d'huiles essentielles finalement qui va travailler à la fois sur la cause, c'est-à-dire parfois la prolifération d'agents infectieux, et en même temps sur la conséquence qui va être une réponse avec des spasmes qui vont se créer au niveau des muscles lisses de l'intestin. On a ensuite de la poudre de coquille d'huître qui va travailler sur ce fameux équilibre acido-basique pour essayer justement de ramener un pH plus favorable et donc de remonter le pH, une action plutôt alcalinisante. Et puis on a ensuite des extraits végétaux avec de la poudre de laitue de mer et de l'extrait sec d'origan vert. Cette fois-ci, ce n'est pas une huile essentielle. Et ces deux ingrédients vont avoir une action à la fois sur l'infection et sur les processus digestifs. Donc on a une formule qui permet d'agir sur tous les aspects finalement de la digestion, mais on voit aussi quand même que cette formule, elle n'est pas spécifiquement cantonnée au système digestif, elle a une action qui est globalement très anti-infectieuse, ce qui va nous permettre parfois de la conseiller même dans un cadre plus large que simplement le côté digestif. Voilà. Donc ça, c'est pour la formule, le produit ici, digestion, qui a donc vraiment une action anti-infectieuse très très forte, aussi bien sur les infections d'ordre viral que d'ordre bactérien. Et donc, on va travailler à la fois sur la cause et sur la conséquence. Le deuxième produit dont je voulais vous parler, c'est le produit respiratoire. Alors, pour développer ce produit, je voulais vous montrer Excuse-moi, Arnaud, allô? On pose les questions à la fin ou après chaque produit? Vas-y, tu as commencé. En fait, j'ai un petit écran, je ne vous vois pas. Du coup, je vois que ma présentation. Ah, ok. Ouais, vas-y. Ah, d'accord. En ce qui concerne le digestif, justement, pour finir avec ce produit, OK par rapport à toutes les huiles, au niveau de côté antibactérien, etc. Après, il y a une question en termes de dosage. Il faut savoir qu'il y en a certains qui vont en prendre 6 par jour sur 5 jours, donc boîte de 30, 6 par jour sur 10 jours, boîte de 30. Ça, c'est le côté un peu middle, plus simple à conseiller quand il y a une dysbiose intestinale et quand les gens prennent des probiotiques depuis 1 million d'années, c'est bien de faire une petite pause, justement pour évincer les bactéries pathogènes. Enfin, en tout cas, c'est le discours, de manière à rétablir, voilà, de savoir où est la saprophite et la pathogène, d'y voir un peu plus clair, et de réensemencer réellement une flore saprophite. Par contre, ce qui se passe souvent, c'est que les gens peuvent arrêter pour raison de constipation. Donc, effectivement, il y a l'aspect, c'est pour ça que je me permets de revenir sur ce produit, parce que à 6 par jour, les gens, donc voilà, nous, on va conseiller de réduire la dose, mais du coup, réduire signifie souvent stopper. Donc, quelle est la dose entre guillemets, sachant bien évidemment qu'on est tous différents au regard de la biologie, on a tous nos particularités propres. Mais de manière générale, est-ce qu'on va pouvoir avoir une action suffisante à 3 gélules sans générer des difficultés de péristaltisme derrière? Alors, dans la formule, il n'y a pas vraiment de raison qu'on ait des difficultés de péristaltisme. Ce qui se passe souvent, il y a des constipations comme ça, c'est que dans les phases où on prend ce genre de traitement, on modifie le microbiote. Alors évidemment, le but étant de le modifier plutôt dans le bon sens, mais malgré tout, ça demande à l'organisme un moment d'adaptation. C'est-à-dire que même s'il a une dysbiose, cette flore dysfonctionnelle, il est habitué à faire avec. Il a été habitué à faire avec. Et tout d'un coup, on lui met un produit qui dit non, mais attends, les bactéries là, il faut réguler les différentes populations. Et cette régulation-là, elle nécessite aussi un petit peu de temps à l'individu pour s'adapter à cette nouvelle population. Donc ça, c'est le premier point. Déjà, il faut accepter ça, quoi, que ça prenne un peu de temps comme ça dans la phase de transition. Ensuite, C'est-à-dire que quelqu'un qui est constipé, on lui dit surtout continuer. Non, on lui dit de 6, il réduit la dose à 3. Voilà, exactement. En fait, c'est d'expliquer qu'il y a cette phase de transition qui est en quelque sorte normale. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'il faut évidemment ne pas s'adapter par rapport à ça. En particulier, on a le basilic à l'intérieur qui a cette action justement antispasmodique. Le fait qu'il favorise le relâchement des muscles lisses peut, chez certaines personnes sensibles, justement, favoriser un peu de paresse intestinale. Et donc, en effet, le fait de réduire la dose des gélules va permettre de maintenir quand même l'action sur le microbiote. C'est dommage d'arrêter parce que du coup, on perd le bénéfice de ce qui a été mis en place au départ. Parce qu'il faut le savoir, hein, modifier un microbiote, c'est très compliqué. Voilà, pour moi, la stratégie, elle est claire. C'est d'abord prévenir,
de dire voilà, dans certains cas, on va pouvoir avoir une constipation, elle est passagère, mais dans ce cas-là, on n'arrête pas parce que c'est quelque chose qui est normal, on réduit la dose. Et quand on voit que le transit a repris un fonctionnement normal parce que le corps s'est habitué à ce nouveau microbiote, et bien à ce moment-là, soit on passe à des probiotiques, soit on peut remonter si on sent qu'on a besoin de continuer encore un petit peu sur ce produit. Je pense que la stratégie, en tout cas pour un rééquilibrage du microbiote, à mon avis, c'est vraiment celle-là, c'est de partir d'abord sur une stratégie anti-infectieuse avec un produit, par exemple, digestif. Et une fois qu'on a assaini le terrain, on réensemence. C'est vraiment important d'abord de ne pas faire les deux en même temps. Ça paraît logique, mais je préfère quand même le Ah oui, préciser. oui, non, mais c'est évident. C'est évident, En même temps qu'un digestif. Mais voilà, et c'est ce qui va faire que les souches de probiotiques qu'on va prendre auront plus de chances de s'implanter dans l'intestin. C'est si on a déjà assaini. Enfin, ça, c'est clair. Surtout que j'en ai peu parlé ici, mais si on parle aussi de la dysbiose, on sait que c'est souvent lié à une candidose, un développement de champignons. La formule qui est conçue ici, elle est quand même aussi très fortement antifongique. Donc en fait, elle va permettre de réguler les différentes populations de micro-organismes, aussi bien sur de l'aigu. On pourrait parler très simplement, par exemple, de tourista. Bon, enfin, un truc simple. Tu manges un truc qui ne te convient pas, tu déclenches une diarrhée. Bon, ben voilà, ça, typiquement, on est sur une formule qui va permettre de lutter contre une infection aiguë. Et en même temps, en cas de candidose, quelque chose de beaucoup plus chronique, on va pouvoir assainir le terrain, préparer le réensemencement quand on passera ensuite au probiotique. Voilà. Et dans ce cas-là, pour partir sur une action comme ça chronique, il faut quand même faire, à mon avis, en cas de candidose, par exemple, si tu parlais des doses tout à l'heure, il faudrait quand même faire au moins 3 semaines de traitement. Et dans ce cas-là, il faut suivre le protocole sur à peu près 3 semaines. Et dans ce cas-là, on fait 5 jours sur 7. 5 jours sur 7, 3 fois d'affilée. Voilà. Oui, une boîte de 60, 20 jours par mois. C'est ça. Voilà. D'autres questions? Merci. C'est Cathy. Ok. Alors, deuxième produit, le produit respiratoire. Et je vous disais, je voulais vous présenter une petite vidéo pour illustrer comment fonctionnent en fait les huiles essentielles qu'on a sélectionnées dans ce produit. Et c'est peut-être des vidéos que vous connaissez, mais ça me semblait intéressant quand même de les représenter. Ce sont nos cils au niveau des fosses nasales. Là, je la remets depuis le début, on voit qu'ils bougent quand même, et en fait, ils déplacent le mucus. Ici, par exemple, on a une zone où il n'y a pas de cils, et en fait, cette zone-là, c'est une cellule à mucus qui produit le mucus qui va recouvrir la totalité des fosses nasales, et nos cellules ciliées vont faire se déplacer ce mucus. Je reviens une dernière fois. Là, c'est en vitesse réduite, et à partir de là, on passe maintenant voilà, en vitesse normale. Donc, ça montre qu'on a vraiment une rapidité de mouvement des cils qui est assez incroyable. Et donc, en permanence, ce mucus, il est mis en mouvement, il est déplacé vers l'arrière des fosses nasales où il est avalé. Donc, en permanence, nous avalons notre mucus, ce mucus qui va se charger en impuretés. Et voilà, ça va être des particules de poussière plus ou moins fines, etc. Tout ça va être éliminé vers l'arrière de la gorge. Si on regarde vraiment le mouvement en détail, on voit que c'est un mouvement en coup de fouet. Hein, donc là, on voit très bien le mouvement en coup de fouet des cils, et puis il y a une petite structure dessus là, qui a été positionnée de manière à ce qu'on voit le déplacement. Donc voilà, évidemment, c'est largement ralenti pour qu'on voit bien le mouvement. Et donc, ça permet d'identifier quand même à quel point ces cils sont importants. Alors, pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce que nos huiles essentielles vont agir sur ces aspects-là du processus de la respiration, et en particulier certaines huiles essentielles qui contiennent des composés qu'on appelle cinéolés. Alors, le cinéole, il est assez connu, hein, c'est cette molécule qui a une odeur d'eucalyptus. Et en fait, ce qu'on voit sur ce diagramme, par exemple, hein, c'est que, prenons, oui, par exemple, celui-là, hein, ce qu'on voit, c'est que la présence de myrtole, donc le myrtole étant une préparation à base justement de composés cinéolés, entre autres, hein, mais en tout cas avec du cinéole, eh bien, on voit qu'en présence de myrtole, eh bien, on a un effet assez important sur la fréquence de battement des cils. Et donc, ce qu'on voit, c'est que cette combinaison, finalement, de pinène et d'un 8 cinéole va permettre d'augmenter la fréquence de battement des cils. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire de voir que on a cette action sur le fonctionnement même de nos fosses nasales. On voit ici d'ailleurs que le myrtole est plus efficace que le 1,8-cinéole tout seul, hein, ce qui montre bien que c'est bien la notion de synergie qui va être importante quand on veut agir sur justement cette épuration au niveau du mucus.
D'autres études qui ne sont pas représentées ici montrent que le 1,8-cinéole permet de réduire la production de mucus. Et donc, c'est assez fabuleux parce que ce qu'on voit, c'est qu'avec des huiles essentielles bien choisies, on va pouvoir d'une part limiter la production de mucus et d'autre part favoriser l'élimination du mucus qui a déjà été produit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que, évidemment, quand on est enrhumé, c'est la saison de l'automne, ça risque de commencer malheureusement, on a ces deux aspects. On a d'une part une augmentation de la production du mucus et d'autre part, on a le nez qui coule, on a ce mucus qui est tellement épais qu'il est bloqué en fait dans les fosses nasales, voire dans les sinus. Et donc, le fait de pouvoir agir sur la liquéfaction du mucus pour qu'il soit éliminé de manière plus efficace, eh ben, ça va être permettre de rendre la personne plus confortable finalement. Et c'est ça qu'on va rechercher en fait. On ne va pas chercher à bloquer un processus, évidemment. On va chercher au contraire à agir sur le confort de l'individu et sur sa manière finalement d'éliminer les causes vraiment de son inconfort. Et donc, pour cela, on a une composition qui est assez équilibrée, là encore. On va détailler ça quand on va voir le mode d'action de tous les ingrédients. Donc là, pareil, je ne détaille pas la composition pour le moment. On verra ça juste après. En termes d'indication et de posologie, on est pareil sur une posologie flash au départ pour vraiment avoir une action ponctuelle, forte, efficace. Et puis ensuite, on réduit la dose de manière à pouvoir la prolonger sans risquer une quelconque toxicité. Alors, comment est-ce que ces ingrédients-là vont agir? Eh bien, on va cibler différents organes. D'abord, évidemment, on a potentiellement des infections qui vont se développer donc, au niveau des fosses nasales, au niveau du système respiratoire, qu'il soit plus ou moins profond. Et ces infections peuvent être d'ordre viral ou bactérien. Il faut le savoir, au départ, c'est souvent viral et puis ensuite, ça surinfecte par des bactéries. Bon, même si, évidemment, tous les cas sont possibles, mais c'est quand même souvent comme ça que ça se passe. On va ensuite avoir une production de mucus qui va être importante. Et puis, on a toujours une immunité qui est un petit peu basse quand on a des infections qui se développent sur ce fameux terrain acido-basique, souvent déséquilibré. Et puis, le foie va aussi agir. On verra tout à l'heure pourquoi on cible aussi le foie dans les synergies qui ont pour but d'agir sur le système respiratoire. Alors, tout d'abord, dans notre synergie, on va retrouver du thym-linalol. Le thym-linalol, il est très intéressant parce que d'une part, il agit sur l'infection et d'autre part, il agit sur l'immunité. J'ai représenté ici, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, le thymus. Hein, pour ceux qui ne savent pas pourquoi j'ai fait ce truc-là, ce n'est pas une thyroïde, c'est bien un thymus qui est représenté donc, juste derrière le sternum et qui est un organe clé du système immunitaire. C'est pour ça que j'ai représenté ça de cette façon-là. Donc le thym-linalol, il a en plus l'avantage d'être très bien toléré par l'organisme. Il est moins fort que le thym-athymol, mais étant donné que là, il va intervenir en synergie avec d'autres huiles essentielles très fortement antibactériennes et antivirales, il va permettre d'avoir cette action plus douce qui va équilibrer un petit peu l'ensemble. On a ensuite de l'eucalyptus radié qui contient beaucoup d'1,8-cinéole, qui va avoir justement cette action assainissante sur les cils que je vous ai montré tout à l'heure et dont je parlais, et donc sur le mucus. Alors, on dit parfois qu'il est asséchant. Moi, je trouve ça un peu réducteur, parce que quand on dit que c'est asséchant, ça a presque une notion négative. En réalité, non, il n'est pas asséchant dans le sens d'irritant pour les voies respiratoires, pas du tout. Il est asséchant dans le sens où il va diminuer la production de mucus quand elle est en excès et il va favoriser l'élimination du mucus qui est produit. Donc c'est en ce sens-là qu'il est asséchant et qu'il est donc plutôt favorable évidemment quand il y a une infection du système respiratoire. On va aussi intégrer dans la formule du romarin à cinéole. Pourquoi? Parce que c'est aussi quelque chose qui est intéressant à savoir, c'est que la plupart du temps, les huiles essentielles sont pas la plupart du temps, pardon. Les huiles essentielles sont toujours métabolisées par le foie. Et donc, avoir une huile essentielle qui va avoir une action hépatoprotectrice est toujours intéressant dans une formule parce que ça va favoriser finalement le fonctionnement global de l'organe. En plus, rappelez-vous le cinéole, j'en ai parlé tout à l'heure, il a cette action sur le mucus et sur le fonctionnement des cils. Et donc, on voit que c'est une huile essentielle qui est intéressante ici parce qu'elle a ce double ciblage à la fois hépatique et à la fois respiratoire. On va avoir de l'huile essentielle d'arbre à thé, le fameux tea tree, qui est évidemment anti-infectieux à très large spectre. Donc là, bien sûr, il va être un incontournable de la formule, mais il contient aussi du 1,8-cinéole, qui a une action mucolytique dont j'ai parlé, et en plus, il contient aussi des monoterpènes, et d'ailleurs des monoterpénols, un peu comme le linalol, ce qui va aussi renforcer son action mucolytique et son action d'ailleurs très globale sur l'individu.
On va retrouver de la cannelle de Ceylan. La cannelle de Ceylan, c'est la fameuse cannelle écorce qui a une grosse action anti-infectieuse et qui va donc permettre de lutter en particulier sur les bactéries. Et c'est là où ça va être vraiment intéressant, c'est d'avoir cette huile essentielle qui va avoir à la fois une action antibactérienne associée à des huiles essentielles comme l'arbre à thé et les eucalyptus radiés et le thym linalol qui auront une action plutôt antivirale. Et donc, avec cette synergie-là, d'une part, on permet de lutter contre les éventuelles surinfections et d'autre part, on permet aussi d'agir s'il y a eu surinfection et si on a vraiment un développement de bactéries dans le cadre de l'infection respiratoire. On a ensuite de la poudre de coquille d'huître pour éviter pour assainir en quelque sorte le terrain et qui serait lié à un déséquilibre acido-basique. Et puis, on a aussi des extraits végétaux, cette fois-ci de basilic sacré qui a une action anti-infectieuse, qui va venir là aussi sous-tendre en quelque sorte l'action des huiles essentielles. Et puis, de la poudre de laitue de mer qui a une action anti-infectieuse et aussi immunomodulante. Et donc, on voit par ce schéma global qu'en fait la formule du produit respiratoire agit sur de très nombreux facteurs qui influencent le terrain et la manifestation lors d'infections respiratoires. Voilà. Peut-être qu'il y a des questions aussi, c'était bien, Cathy, je trouvais que c'était sympa de poser la question au milieu. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus spécifiquement. Oui, j'avais une question, Arnaud. Oui. Donc, tu parlais, donc tout à l'heure, tu précisais que donc, ce produit respiratoire agit sur la sphère ORL. Oui. Est-ce qu'on peut, par exemple, le donner dans le cas d'otite? Alors, oui, complètement. Faut savoir que la plupart du temps, les otites découlent d'un rhume. En fait, les virus migrent par les trompes d'Eustache vers l'oreille moyenne. Donc, très souvent, la cause est la même, en fait. La manifestation est différente, évidemment, mais la cause est la même. Et comme là, on traite la cause, en fait, ça sera très intéressant d'utiliser ce genre de produit aussi pour les otites, clairement. D'accord, merci. Et ce qui est important aussi, pour faire un petit peu de théorie, là, c'est important quand on a comme ça des infections ORL de toujours avoir des huiles essentielles qui vont agir sur le mucus. Parce que si on a uniquement des huiles essentielles, par exemple antibactériennes, et qu'on n'a rien qui liquéfie, qui permet d'éliminer le mucus, en fait, c'est comme si on permettait, je prends une image, hein, mais c'est comme si on permettait aux bactéries, aux virus de se développer dans le mucus et qu'on essayait de les déloger sans éliminer le terrain dans lequel ils sont. Et ça ne marche pas, en fait. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir dans la formule des huiles essentielles à cinéole, hein, cette fameuse molécule qui sent le VIX, pour résumer, parce que ça va éliminer le mucus et du coup, ça va permettre aux huiles essentielles qui sont antibactériennes et antivirales de mieux agir. Voilà. Et donc, cette synergie-là, elle est vraiment importante. D'autres questions? Et ben alors, je donne la parole à Hervé qui va nous parler tout de suite du produit défense immunitaire. Merci Arnaud. Merci Arnaud. Effectivement, comme ça a été dit en introduction, on va passer à une période où effectivement les infections sont plus nombreuses. Donc classiquement, effectivement, en biologie, il y a quand même quelque chose qui nous protège, c'est notre système immunitaire qui est là pour nous défendre contre les agressions du milieu extérieur et en particulier contre toutes les infections, qu'elles soient bactériennes ou virales. Et c'est ce qu'on va effectivement essayer de faire en travaillant sur ce qu'on appelle la défense immunitaire, c'est-à-dire la stimulation de notre système immunitaire. Alors, pour ce faire, on a donc un produit qui s'appelle défense immunitaire, dont la cible est spécifiquement l'immunité, composé de 5 actifs principaux. Alors, je ne vais pas détailler ça pour l'instant parce que bon, ce sera dans le document, c'est dans le document commercial. Mais ce que j'aimerais, c'est la diapo suivante. Alors, 3 types d'extraits. Alors, des extraits de champignons spécifiques, un extrait végétal qui est racine d'échinacée, et un extrait végétal marin qui est la laitue de mer. Et comme dans tous les produits de la gamme aujourd'hui, effectivement, pour favoriser l'équilibre acido-basique qui lui-même est la base effectivement du fonctionnement équilibré de notre corps, un apport de carbonate de calcium sous cette forme-là pour effectivement prévenir les déséquilibres acido-basiques qui empêcheraient le fonctionnement normal des autres organes. Alors, classiquement, ce produit-là est à consommer, entre guillemets, matin, midi et soir, 3 gélules par jour.
Alors, ça peut être effectivement du ponctuel quand on veut, quand on a une infection et qu'on veut un petit peu stimuler son système immunitaire. Mais pour moi, c'est d'abord, avant tout, à utiliser de façon préventive, si on veut effectivement éviter les infections. Mais il faut tout faire pour stimuler les défenses naturelles de l'organisme, et c'est ce qu'on fait en utilisant ce produit. Alors, dans ces cas-là, effectivement, on n'est pas forcément obligé d'en manger tous les jours, mais je pense que une posologie de prévention de 3 gélules par jour, une fois par semaine, ce serait déjà pas mal. Est-ce qu'on peut passer à la suite? Alors, bon, j'ai fait un peu, enfin, bon, on n'a pas travaillé tout à fait de la même façon avec Arnaud, mais bon, j'ai préféré prendre un tableau comme ça pour qu'ensuite vous puissiez effectivement revenir là-dessus, pour bien savoir quel ingrédient fait quoi dans le produit. Et vous allez voir tout à l'heure, dans la diapo suivante, une petite, comment dire, une petite synthèse illustrée qui est simple à retenir. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le carbonate de calcium, il est là, comme dans tous les produits, pour lutter contre l'acidose métabolique. Il y a aussi effectivement un apport potentiellement nutritif au niveau du calcium. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on a là à côté 4 actifs spécifiques liés à l'immunité. Alors, 2 qui sont des poudres de champignons, que vous connaissez certainement, la poudre de shiitake et la poudre de maitake, donc des champignons d'origine asiatique au départ. Alors, qu'est-ce qui fait que ces champignons aujourd'hui sont efficaces contre les infections pour stimuler le système immunitaire? Et bien, dans ces champignons, on retrouve ce qu'on appelle des sucres, des polysaccharides spécifiques, qu'on appelle des bêta-glucanes. Alors, dans le cas du shiitake, ce sont des bêta-glucanes qui ont été identifiés et qui s'appellent respectivement le lantinane, le KS2 et l'AC2P, reconnus aujourd'hui comme des immunostimulants et des antinéoplasiques, c'est-à-dire qu'ils ont potentiellement la capacité à empêcher le développement de tissus de type cancéreux. Et à côté de ça, pour ce qui est du shiitake, une concentration très importante en vitamine B5, vitamine B2, vitamine D et vitamine B3, qui sont des vitamines importantes, hydrosolubles, impliquées dans la synthèse des protéines et des cofacteurs qui sont eux-mêmes impliqués dans les métabolismes des glucides et des lipides. Donc intéressant effectivement pour fournir à l'organisme les moyens nécessaires de produire un certain nombre de cellules qui sont importantes dans le système immunitaire, puisque pour que ça fonctionne, effectivement, l'organisme est en permanence en train de synthétiser des nouvelles cellules, que ce soit des lymphocytes, des NK cells, enfin, toutes les cellules qui servent au système immunitaire, il faut effectivement les produire, et si la chaîne de production derrière ne marche pas bien, le résultat ne sera pas intéressant non plus. Donc, la cible principale, c'est effectivement le système immunitaire, grâce en particulier aux bêta-glucanes, mais pas seulement, puisque, comme je vous l'ai expliqué, il faut que le reste suive aussi. Et puis, donc, grâce effectivement à l'apport de ces vitamines hydrosolubles, une action sur le métabolisme général. Donc, de façon plus spécifique, les effets qu'on peut espérer, c'est le renforcement général des défenses immunitaires, une action également sur le système nerveux central et comment dire, aujourd'hui des observations qui montrent qu'on peut avoir une action préventive, entre guillemets, ou éventuellement contribuer à une action dans le cadre de développement de pathologies cancéreuses. Alors, l'autre champignon, c'est le maitake. Alors, de la même façon, les principes actifs sont là aussi des polysaccharides, des bêta-glucanes. Alors, ceux-là, aujourd'hui, ne sont pas vraiment spécifiquement identifiés. J'ai cherché pas mal, mais je n'ai pas encore trouvé. Alors, il est reconnu qu'aujourd'hui, c'est le champignon qui a la plus forte activité de stimulation du système immunitaire. En travaillant essentiellement sur le système immunitaire inné, hein, c'est-à-dire il y a l'inné et l'adaptatif. L'inné, c'est l'immunité de base, entre guillemets, et en particulier à travers ce qu'on appelle les natural killer cells, les cellules NK, qui sont là pour effectivement éliminer la plupart des germes pathogènes ou virus qui peuvent nous infecter. Et augmente également l'activité des macrophages et des lymphocytes cytotoxiques. Donc toutes ces cellules du système immunitaire qui sont là
pour faire en sorte d'éliminer au plus vite les cellules infectieuses. Alors, la cible essentielle, c'est le système immunitaire. Alors, j'ai noté effectivement des actions intéressantes lors de maladies du système immunitaire telles que le sida, le syndrome de la fatigue chronique ou pendant un traitement de chimiothérapie. Et la cible système nerveux, il a été montré aussi que ce champignon, on ne sait pas trop comment, a une activité de type adaptogène, donc permet de soutenir le système nerveux dans les périodes, entre guillemets, difficiles, de stress éventuellement inflammatoire ou infectieux. Alors, un autre composant qui est la racine d'échinacée. Alors, ces principaux actifs qui sont extraits de cette racine, ce sont essentiellement des composés phénoliques, reconnus aujourd'hui comme l'acide chichorique et l'acide caphtarique, et qui ont là aussi une action spécifique sur la stimulation du système immunitaire. Donc, utilisé effectivement comme complément d'immunostimulation avec les autres principes actifs. Et le dernier élément de la formule, c'est donc la laitue de mer, l'ulva, qui apporte de façon spécifique, là aussi, un certain type de polysaccharides qui sont proches des bêta-glucanes, qu'on appelle des ulvanes. Et il a été démontré également que ces polysaccharides de type ulvane, notamment les petits poids moléculaires d'ulvane, ont une activité spécifique sur des récepteurs cellulaires qui permettent effectivement de stimuler la réponse, là aussi, des cellules du système immunitaire inné, notamment les cellules NK et les macrophages. Et par ailleurs, la laitue de mer contient un certain nombre d'éléments nutritionnels importants. Quand je dis nutritionnels, ce n'est pas pour se nourrir au sens propre du terme, mais des éléments, en particulier des oligo-éléments, qui sont essentiels dans les principales voies métaboliques, notamment de synthèse, que ce soit des protéines ou d'autres types de molécules, et donc là aussi nécessaires au fonctionnement, à la construction permanente du système immunitaire en lui apportant effectivement les éléments nutritionnels nécessaires. Alors, la petite synthèse, elle est là. Ah, il va falloir que tu cliques plusieurs fois sur le bouton. Hop, voilà. C'est un résumé donc, qui permet de voir quels sont les éléments qui constituent le produit et le rôle de chaque élément de façon globale pour la stimulation du système immunitaire. Alors donc, la coquille d'huître, apport de carbonate de calcium, donc joue sur le pH plasmatique. Et ce pH plasmatique, s'il est correct, effectivement, va pour moi avoir permettre un bon fonctionnement à la fois du système nerveux, de l'immunité, des muqueuses et du métabolisme en général. Donc un rôle de fond. Et le rôle spécifique des actifs végétaux. Donc le shiitake rôle essentiellement sur l'immunité, un peu également sur le métabolisme général, grâce aux vitamines qui sont apportées et donc qui contribuent au bon fonctionnement de tout le reste. Le maitake, un rôle essentiel sur l'immunité, mais également sur les muqueuses et sur le système nerveux. Les racines d'échinacée, là c'est un rôle spécifique sur l'immunité. Et la laitue de mer a un rôle sur le système nerveux, sur l'immunité et sur le métabolisme général, grâce aussi aux apports d'oligo-éléments. Et on voit qu'effectivement, de façon générale, un organisme ne travaille pas de façon indépendante, c'est-à-dire que tout est lié. Le métabolisme est important pour le fonctionnement du système immunitaire, pour produire les éléments essentiels. On sait aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure Arnaud, que les intestins sont le siège de beaucoup de choses, mais c'est le premier organe qui est en contact avec les germes du milieu extérieur, en dehors des poumons. C'est la surface de muqueuse qui est la plus importante. Et donc, de nombreuses infections commencent à ce niveau-là. Mais également, c'est une très grande surface de récepteurs cellulaires du système immunitaire. C'est le premier système immunitaire de l'organisme, c'est les intestins. Et il est reconnu aujourd'hui qu'effectivement, notamment l'action des bêta-glucanes et des ulvanes est liée spécifiquement ou de façon très importante au contact entre ces molécules et les récepteurs cellulaires de l'épithélium intestinal, notamment ce que j'ai mentionné, je crois, dans la diapo juste avant, des récepteurs de type TLR
qui sont présents dans ces cellules et qui stimulent ou qui régulent en fait de façon très importante le système immunitaire inné, donc les NK cells et les macrophages en particulier. Et voilà, tout ça a donc des répercussions sur le système immunitaire au sens large et donc permet en cas de besoin, mais de façon relativement régulière, ça peut être une bonne chose de le faire, de stimuler son immunité au sens large. Puisque pour stimuler l'immunité adaptative, donc tout ce qui est production d'anticorps et autres, le passage obligé, c'est l'immunité innée, donc le passage par les NK cells, les macrophages et toutes ces cellules qui sont capables d'aller stimuler les cellules spécifiques du système immunitaire adaptatif. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques sur le produit. Oui, j'avais une question, Hervé. Pour préparer justement l'organisme pour renforcer les défenses immunitaires, est-ce qu'on peut imaginer par exemple un protocole sur un mois, comme disait Arnaud tout à l'heure, 5 jours sur 7, 3 gélules par jour sur ce produit-là? Ça peut être 5 jours sur 7, effectivement, pour quelqu'un qui ne comment dire, qui attendrait le dernier moment pour se traiter, c'est-à-dire faire un boost sur le système immunitaire, sur quelqu'un qui pourrait en prendre, enfin quelqu'un qui voudrait stimuler son immunité de façon beaucoup plus régulière, comme je le disais tout à l'heure, 2 jours par semaine, de façon régulière toute l'année, c'est aussi une très bonne stratégie. Parce que le système immunitaire, on en a besoin tout le temps. D'accord, oui, oui. Donc, dans ces cas-là, Alors moi aussi, j'ai une question. Oui. Cathy ? Non, mais je laisse finir Catherine. Ça y est, j'ai fini, j'ai ma réponse. Merci. Merci Arnaud. Merci Hervé, pardon. Donc, c'est par rapport en fait, à ce qui nous préoccupe depuis 2 ans, n'est-ce pas puisque ça, ce sont des questions rhétoriques. Dans quel cas? Bien sûr, selon une fameuse étude dont tout le monde a été au courant le 30 mars 2021, évidemment, l'échinacée était donc bannie. Voilà, c'était aussi une question de dosage, etc. Donc là, petit à petit, un produit comme le défense immunitaire regagne de la place sur le terrain. Par contre, justement, les gens qui, soit post-vaccination, et là, c'est là où je fais le lien aussi avec ce que disait Arnaud précédemment, est-ce que le fait de faire 3 gélules plutôt en une prise pour des questions d'observance pendant, effectivement, comme tu le disais, 8 jours par mois et ensuite faire un respiratoire 3 gélules par jour pendant 20 jours et ainsi de suite, sur 2 à 6 mois, est-ce que c'est judicieux justement pour des gens qui ont été covidés 1 à 2 fois et qui veulent justement se protéger au même titre qu'un oscillococcinum ou consort? Alors, puisque ça, c'est des demandes récurrentes dans l'état Covid. Une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on parle de vaccination, pour qu'une vaccination soit efficace, il faut que l'organisme soit en état de réagir de façon optimale à la vaccination. C'est-à-dire qu'une vaccination, c'est une agression infectieuse et que si l'organisme, notamment au niveau du système immunitaire, n'est pas en mesure de répondre, ça peut être même dangereux. Moi, on m'a toujours appris qu'il ne fallait jamais vacciner des personnes ou des animaux qui étaient pas en forme, entre guillemets, un peu malades ou affaiblis, parce qu'effectivement, ça pouvait, au contraire, déclencher quasiment une maladie. Il y a des choses qui sont arrivées comme ça, où certaines campagnes de vaccination ont déclenché des épidémies. Alors, ma stratégie à moi, c'est quand on veut se faire vacciner, l'idéal, c'est qu'effectivement, il faut être en bonne santé, donc en bonne forme, et de façon optimale, avoir préparé son système immunitaire. Donc, le traitement post-vaccination, pourquoi pas, c'est mieux que rien. Maintenant, quand on veut qu'un vaccin soit vraiment efficace, il faut préparer le terrain. Donc, pour moi, ce serait plutôt, quand on veut vraiment stimuler son système immunitaire, il faut le faire juste avant la vaccination. D'accord. Alors, je ne parlais pas de la vaccination du tout, mais du coup, j'ai déjà la réponse en amont pour la vaccination. Je te remercie. Pour justement les gens qui ont hors cadre de vaccination
vaccinés ou pas, mais qui ont le Covid et qui veulent justement travailler sur voilà, les T3, T4, le système immunitaire profond. Est-ce que à raison de 3 par jour, 10 jours par mois ou 8 jours par mois, comme tu disais, ça va stimuler suffisamment, en précisant bien sûr que toutes les maladies auto-immunes, c'est proscrit, et en associant, pourquoi pas, et ça c'est Arnaud à intervenir aussi par rapport à ça, du respiratoire et faire respiratoire 20 jours par mois et défense immunitaire. Voilà. Et les gens, c'est vrai que l'année dernière et il y a 2 ans, ils aimaient bien alterner. Alors, Donc, est-ce que c'est juste pour... oui, avant qu'Arnaud de répondre, moi je pense qu'il vaut mieux, quand on veut se prémunir, enfin se stimuler, plutôt que de prendre du produit pendant 3, 4 ou 5 jours et puis arrêter pendant un mois. Je préférerais, moi, que la même quantité soit consommée de façon plus régulière, c'est-à-dire éventuellement 1 jour par semaine. Ah, d'accord. Ce sera pour moi plus efficace. C'est comme un apport de vitamines. Si on a une carence en vitamines, c'est pas parce qu'on va manger, enfin, si on prend une très grosse dose de vitamines pendant quelques jours, une bonne partie de ce qu'on va ingérer ne sera pas assimilé parce que les capacités d'assimilation vont déborder et l'effet ne sera pas optimal puisqu'effectivement, une bonne partie de ce qu'on va ingérer ne sera pas utilisé. Donc, il vaut mieux, quand on a la prévention des carences, c'est effectivement consommer peu mais régulièrement. Et là, c'est pareil avec l'immunité. Si on veut que ce soit efficace, il faut le faire régulièrement. Et 1 semaine par mois, si, c'est régulier, 1 semaine par mois. Une semaine, oui, mais 1 semaine par mois, c'est bien, mais pour ça, c'est plus dans le cadre général. Quand tu me parles de personnes qui sont déjà infectées, qui ont le Covid ou qui souffrent de choses qui traînent, je pense qu'il vaut mieux que ce soit plus régulier et que ce soit alterné avec effectivement un produit comme le respiratoire qui lui aussi va être alterné. D'accord. Parfait, merci beaucoup. Éventuellement 2 jours d'immunité, 5 jours de respiratoire et ainsi de suite. Merci beaucoup pour tes Je réponses. t'en prie. Arnaud, tu as peut-être des choses à rajouter? Non, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Pour moi, c'est 2 produits qui sont d'abord qui sont très complémentaires parce que il n'y a pas d'huile essentielle dans le produit immunité. Donc déjà, c'est aussi important quand on combine les produits d'être sûr que voilà, on n'additionne pas aussi en termes d'actifs des quantités qui vont être métabolisées de la même manière par le foie. Là, on a 2 produits qui sont quand même composés d'ingrédients différents et ça les rend complémentaires. Donc ça, c'est un premier point qui me semble important. Ensuite, les 2 produits vont pouvoir aussi bien s'associer d'un point de vue préventif que curatif. On va très bien pouvoir faire voilà, ce que proposait Hervé, même en phase aiguë, hein, en curatif, de faire, par exemple, pendant une journée, de stimuler l'immunité, puis après de partir sur l'anti-infectieux. Et en préventif, ça va être la même chose. On va très bien pouvoir partir sur une synergie, par exemple, anti-infectieuse immunitaire pendant 2 jours, et puis ensuite enchaîner sur une quantité faible de gélules respiratoires pour justement travailler là cette fois-ci plus sur l'exposition au virus, etc. Les 2 produits sont complémentaires, c'est clair. Et même dans la même journée, hein, on peut très bien répartir les produits au sein de la même journée, en phase aiguë en particulier. Oui, dans ce cas-là, effectivement, comme tu disais, ces produits étant complémentaires et n'étant pas composés des mêmes types de molécules, il n'y a pas de risque de surcharge au niveau du foie et donc de problème d'absorption ou d'efficacité des huiles. C'est ça. OK. Bon, on va passer au dernier produit, parce que je vois que l'heure tourne. Aromacelt Algafer B12. Alors, voilà. Alors, la cible essentielle de ce produit, c'est les anémies et les carences en fer essentiellement, mais pas que. Alors effectivement, bon, l'anémie, c'est un problème puisque quand on n'a pas suffisamment de sang dans l'organisme, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas comme il faut. Donc, c'est important effectivement de prévenir ce type de carence parce qu'effectivement, tout ça, ça va contribuer au fonctionnement du métabolisme en général, qu'il soit énergétique ou autre, également là aussi au fonctionnement du système immunitaire. Et je précise que
en plus du fer, dans ce produit, on a quand même de la vitamine B12 et que ça, c'est un élément aujourd'hui qui est déterminant et essentiel dans les régimes végétaliens puisque la vitamine B12 n'est pas présente naturellement dans les produits d'origine végétale, essentiellement, quasiment exclusivement dans les produits d'origine animale. Donc quelqu'un qui est vegan, entre guillemets, un vrai vegan, a besoin de se supplémenter en vitamine B12 tous les jours. Donc on voit qu'effectivement, ce produit est composé de deux types d'algues, la spiruline et la laitue de mer. Comme tous les produits, on retrouve le carbonate de calcium sous forme de coquille, toujours pour les apports essentiels dans la régulation de l'équilibre acido-basique, et du bisglycinate de fer, donc un apport de fer organique pour qu'il soit plus facilement biodisponible, et de la vitamine A et de la vitamine B12. Alors vous allez comprendre pourquoi ces produits ont été associés ensemble. Donc, si tu veux passer à la suite. Alors, le tableau des apports nutritionnels montre effectivement que ce soit pour la vitamine le B12 pardon, ou pour le fer, les doses, quand on prend la posologie classique de 3 gélules par jour, correspondent effectivement à 100% des valeurs nutritionnelles recommandées, c'est-à-dire qu'on couvre 100% des besoins classiques, entre guillemets, d'un humain normal, les besoins en fer et les besoins en vitamine B12. Donc pour les végétaliens, c'est très important. On va passer à la suite. Donc là, c'est pareil, on reprend un petit peu le même schéma, c'est-à-dire les composés, les principes actifs qui sont présents, les propriétés, les cibles et les effets. Donc on retrouve classiquement donc, notre carbonate de calcium, anti-acidose métabolique. Après, on a nos deux extraits marins, la spiruline. Alors spiruline, c'est une des algues les plus riches en protéines, mais elle contient également du fer en grande quantité, un type d'acide gras insaturé qu'on appelle l'acide gamma-linoléique, donc un oméga 6, et des antioxydants. Alors savoir que tout ça, c'est important à la contribution à la formation des globules rouges et au bon fonctionnement des métabolismes des épithéliums. Donc l'organe cible principal de cet apport, c'est d'abord le sang. Métabolisme au sens large, puisqu'effectivement les protéines sont importantes en termes d'apport pour pouvoir, de façon générale, faire fonctionner le métabolisme. Et les effets attendus de la spiruline de façon spécifique, c'est un renforcement de la tonicité générale, donc une diminution de la fatigue, et également un renforcement des défenses immunitaires. Alors, la laitue de mer apporte de minéraux d'oligo-éléments. Alors, la plupart des oligo-éléments qui sont présents ici sont impliqués dans les voies métaboliques du fer et de la vitamine B12, puisqu'il ne suffit pas d'avoir du fer et de la vitamine, il faut qu'elles puissent être utilisées. Et comme la plupart des protéines ou autres molécules dans le système métabolique, il y a besoin d'éléments qui permettent effectivement l'activation de ces voies métaboliques. Et en ce sens, les oligo-éléments sont des éléments essentiels parce qu'ils sont très souvent la clé qui va permettre le fonctionnement de ces protéines et de ces enzymes. Si on n'a pas certains éléments, ça ne peut pas fonctionner. Donc là, les effets attendus sont les mêmes, c'est-à-dire un renforcement de la toxicité générale et les défenses immunitaires. Donc ça vient aussi peut-être potentiellement en complément du produit défense immunitaire lui-même. Hein. Tout dépend pourquoi, effectivement, quelqu'un qui est carencé en fer aura là aussi peut-être du mal à avoir un système immunitaire qui fonctionne bien. Donc l'apport de fer au sens propre, il est lié à la présence du bisglycinate de fer. Donc le fer, c'est le constituant essentiel de l'hémoglobine. Si on n'a pas de fer, on n'a pas de sang. Donc, et on sait que le sang est fondamental à la fois pour la respiration, le transport de l'oxygène, l'élimination de certaines substances néfastes et au bon fonctionnement de tous les organes, puisque les organes sont alimentés sur le plan énergétique et autres par la circulation du sang. Alors, pourquoi la vitamine B12 est importante, aussi bien pour les véganes que pour les autres, mais enfin bon, moins nécessaire pour ceux qui mangent de la viande, parce qu'il y en a quand même pas mal dans la viande, parce que la vitamine B12 contribue
également, autant que le fer, à la formation des globules rouges et au bon fonctionnement de tout le métabolisme énergétique et également du système immunitaire, ainsi qu'à des fonctions psychologiques normales. Donc la vitamine B12, elle est très importante pour beaucoup de métabolisme. Donc ça joue aussi bien sur le développement des muqueuses, le fonctionnement des neurones, le développement effectivement, enfin le métabolisme normal du sang, la production comment dire, de globules et de plaquettes, et sur certaines fonctions métaboliques aussi également importantes. Donc, comme je l'ai dit, c'est essentiel chez les végétaliens, en particulier parce que ça facilite la synthèse de l'ADN, donc le développement de tout ce qui est multiplication cellulaire. Si on ne peut pas synthétiser l'ADN ou l'ARN, il n'y a pas de multiplication cellulaire, donc pas de renouvellement de cellules, aussi bien au niveau du foie qu'ailleurs. Donc l'hématopoïèse, la production du sang. Ça maintient aussi l'intégrité des épithéliums digestifs. Et on sait que la vitamine B12 est nécessaire au développement et à la myélinisation du système nerveux central, ainsi qu'à son fonctionnement. Et les carences en vitamine B12 sont très marquées, entre guillemets, chez les organismes en croissance, c'est-à-dire chez les enfants ou les personnes qui ont besoin de développement. Alors, ça peut être aussi le cas pour la grossesse, puisque c'est une vitamine nécessaire à la multiplication cellulaire, à tous les tissus en développement. Et la vitamine A qui vient compléter le tableau au sens propre du terme, c'est-à-dire que cette vitamine qu'on appelle le rétinol est aussi une vitamine indispensable à de très nombreux métabolismes et en particulier au métabolisme du fer et donc à son intégration ensuite dans les globules rouges et la formation de l'hémoglobine. Et également, c'est des vitamines qui sont essentielles au développement en général de tout ce qui est peau, muqueuse, immunité, et important aussi la vitamine A, rétinol, je ne sais pas ça. C'est une vitamine qui, si elle est très fortement carencée, conduit à la cécité. Donc, les gens deviennent aveugles et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, enfin des enfants en Afrique, qui souffrent de vitamine A et qui souffrent effectivement de cécité dès le plus jeune âge à cause de cette carence. Donc, importante à tout ce fonctionnement général de l'organisme. Et là, de façon synthétique, comme tout à l'heure. Donc, toujours le carbonate de calcium qui agit sur le pH pour prévenir effectivement les dysfonctionnements des autres fonctionnements. La spiruline qui va agir sur le métabolisme protéique au sens large, mais de façon spécifique aussi sur la formation des hématies, donc des globules rouges. Le bisglycinate de fer, élément essentiel là aussi dans la synthèse des hématies, ainsi que la vitamine B12. Et ensuite, la vitamine B12, comme je vous l'ai dit, a d'autres effets importants, pas seulement sur le système nerveux, mais bon, je vais essayer de cibler essentiellement ici sur le système nerveux. Et la laitue de mer qui a des apports importants nécessaires, comme la vitamine A, sur le développement de l'immunité. Donc là également, le rôle de l'intestin qui est fondamental, enfin bon, on pourra en parler plus en détail un jour, mais bon, quasiment tout passe par là, ou presque, et avec aussi bien sur le plan immunitaire que sur le plan nerveux, que sur le plan digestif ou nutritionnel au sens propre. Le fonctionnement de l'épithélium intestinal est fondamental et donc il est important d'apporter des éléments, que ce soit des vitamines ou des oligo-éléments, qui vont permettre à tous ces organes de fonctionner harmonieusement pour permettre effectivement un développement, un fonctionnement normal de l'organisme, ce qui est attendu effectivement quand on fait de la prévention de carence, que ce soit du fer ou d'autres éléments, puisque les carences, elles ne concernent pas que le fer, mais enfin, carence en fer, c'est classique. Voilà, donc j'en termine avec ça. Je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques sur le produit Algafer B12. Bon. Donc, comme vous l'avez vu, tous les produits qu'on vous a présentés aujourd'hui sont complémentaires, entre guillemets, parce qu'ils sont importants pour le fonctionnement au sens large du système immunitaire,
que ce soit en stimulant l'immunité de façon très spécifique ou en évitant qu'elle ne fonctionne mal parce qu'effectivement, on ne lui apporte pas les éléments nutritionnels nécessaires. Et on peut effectivement, avec les 4 produits qu'on vous a présentés aujourd'hui, on peut espérer passer un hiver à l'abri des infections et des désordres infectieux au sens large. En effet, en effet, merci pour votre présentation, Hervé et Arnaud. Avec ces 4 produits que vous avez bien détaillés, je pense qu'on est paré pour affronter un bon hiver, en espérant qu'il ne soit pas trop froid quand même. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je voulais vous remercier à nouveau pour votre présence à cet atelier.